Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Transmission, transmission dédiée à l'actualité du cinéma dans cet été 2023, ou en tout cas en ce début d'été, puisque après être allé piocher des films plutôt du côté hispanique et italien la fois dernière, aujourd'hui on va faire une 100% ricain, bien US, bien franchise, puisqu'on va parler de Mission Impossible 7 Dead Reckoning Part 1 de Christopher McQuarrie. On va aussi parler de Indiana Jones 5. Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée de James Mangold. Et on finira par parler de Pearl, le film de Ty West qui sortira, je pense, à la mi-août, enfin courant de l'été. Le 19 août. En VOD en France et en Belgique, qui sera donc bientôt accessible. Voilà, on finira sur ce petit film d'été, un petit dessert de cette émission quand même bien consistante autour de deux bons Kouglof américains. Mais en fait, on est super content et on était super content d'être allé les voir. Et alors, il y a Manu Elas qui est là. Bonsoir Manu. Salut Olivier, salut Lucien. Salut les gars. Salut Lucien qui est enroué et donc qui aura une voix encore plus grave et profonde que d'habitude. Ouais. Voilà, donc une bonne émission ne commence jamais sans un bon quiz. Alors j'avais pensé d'abord à un quiz spécial scène d'action sur les toits d'un train qui se termine sur un pont dans les Alpes, mais j'avais pas beaucoup d'exemples. Alors du coup j'ai fait plutôt un quiz spécial franchise et c'est parti après le jingle. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? Alors, en hommage à Tom Cruise qui met souvent en avant ses capacités athlétiques dans ses films. Un peu comme toi. Oui, c'est vrai que bien sûr, je mets beaucoup en avant mon corps d'éphèbe. Vous direz donc Run, Tom, Run pour prendre la main. Première question, rapidité. Quelle fameuse franchise horrifique américaine a été initiée en 84 par Wes Craven? Run, Tom Run, Freddy. Les Griffes de la nuit. Nightmare on Elm Street. Voilà, très bien. Donc Freddy Krueger, donc en 84 par Wes Craven. Deuxième question, quel est le titre de Freddy 5? Bah, Freddy 5. L'enfant du cauchemar, réalisé ouais. par Stephen Hopkins C'est en juste. 89. Troisième question, quel est le titre de Freddy 7? En fait, c'est juste C'est un le quiz Freddy en fait, tu vois. Run Freddy. Mais non. Freddy sort de la nuit, c'était le fameux Freddy un peu méta qui a précédé Scream et que c'était celui que Wes Craven a réalisé, donc le 7e. Le premier et le 7e. Voilà. Alors, quatrième question, combien de titres compte la saga officielle James Bond au cinéma? Run, Tom, Run. Lucien. 27. Dommage, 25, mais bravo, c'était bien géré. Ok. Et combien de trop surtout? Je sais pas, à toi de me dire. Tu les connais 23. les 25 de toute façon. Maintenant, vous allez me citer les 25 à la suite. Non, je rigole. Non, par contre, là, pour les deux prochaines questions, il y a des QCM. Quel est le titre du 5e James Bond? Voici le QCM. Opération Tonnerre, On ne vit que deux fois ou Vivre et laisser mourir? Court, Tom Court, Opération Tonnerre. Mauvaise réponse. C'était On ne vit que deux fois. Titre de James Bond 7. Vivre et laisser mourir, L'homme au pistolet d'or ou Les diamants sont éternels? Ah, les diamants sont éternels. Bonne réponse, mais pas de Run Tom Run, donc tu n'as pas de point. Ok, c'était Les diamants sont éternels de Guy Hamilton en 71. Dernière question. Quelle fameuse franchise comique américaine des années 80 compte 7 épisodes et des personnages récurrents appelés Mahoney, Hightower ou Tackleberry?
Run, Tom, Run. Police Academy. Police Academy. Oui, putain, c'est allez. Manu sur le fil. Manu sur le fil a gagné grâce à Police Academy. C'est quand même merveilleux. Très bien, eh bien nous allons commencer maintenant le cœur de cette émission en parlant d'abord de Mission Impossible 7 Dead Reckoning partie 1. Ethan, what's your objective? What's your ultimate objective? Your life will always matter more to me than my own. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that. Donc, après un premier opus qui avait été signé par Brian De Palma, on s'en rappelle, puis ensuite que la franchise a été reprise par John Woo, J.J. Abrams, puis Brad Bird, ça fait maintenant 3 épisodes que Christopher McQuarrie est, entre guillemets, le réalisateur et aussi l'auteur principal sur cette saga, donc la saga Mission Impossible, toujours incarnée par Tom Cruise dans le rôle de l'agent secret Ethan Hunt. Voilà, donc ce nouveau film, donc le 7e de la franchise, qui est le premier d'un diptyque dont on verra la suite quand même dans, je pense, quelques années, puisqu'il n'est pas encore complètement tourné. Officiellement, il est censé sortir l'année prochaine, mais vu la grève des scénaristes en cours actuellement, le film ne peut tout simplement pas débuter, parce qu'ils ont tourné, je crois, 40% du film. Donc de toute façon, ça sera, à mon avis, j'espère de toute façon postposé, quoi. Celui-ci a été écrit en cours de tournage, j'ai cru comprendre. Donc, mais ça, c'était toujours ça, souvent le cas sur l'émission tous les Missions Impossibles, on sont partis toujours sur c'est principalement construit autour de cette pieces. C'est le cas dès le deuxième. Hein. Je veux dire, c'est flag et c'était beaucoup plus flag à mon sens dans le dernier. Il n'y avait même pas d'articulation entre les 7 pieces, quoi. Dans le numéro 6, Fallout, qui était donc encore réalisé par Christopher McQuarrie. Alors ici, en gros, l'argument, c'est qu'il y a une intelligence artificielle super forte qui menace l'humanité et que pour la désactiver, ou en tout cas pour avancer un petit peu dans le schmilblick, Monsieur Ethan Hunt est chargé de retrouver 2 parties d'une clé dont on ne sait pas trop ce qu'elle ouvre. Mais bon, en gros, vous avez compris, c'est un MacGuffin. Il se retrouve embarqué dans une aventure et il va se retrouver confronté à des nouveaux personnages et à des anciens personnages, puisqu'on retrouve donc Ving Rhames, Simon Pegg ou Rebecca Ferguson qui était déjà dans la série. Et ici, il y a des nouveaux personnages qui sont incarnés notamment le personnage de Grace, incarné par Hayley Atwell, une actrice qu'on avait vue dans Captain America. Il y a aussi Vanessa Kirby qui était elle déjà par contre dans le précédent film, le 6. Et le bad guy de service est incarné par Esai Morales qui est actuellement en fait dans Master Gardener de Paul Schrader et qu'on a pu découvrir dans New York PD Blues. Et La Bamba. Et La Bamba aussi à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent. Tout le monde s'en rappelle. C'est vrai, toi aussi, Lucien, dans ton jeune âge ? C'est le film préféré de Lucien avec Labyrinthe. La photo est signée par Fraser Taggart, qui a officié déjà sur Edge of Tomorrow au Rogue One. En seconde équipe. En seconde équipe, voilà, si tu le précises. Lucien, tu connais mieux ta fiche IMDb que moi-même, puisque tu es en fait une intelligence artificielle reliée directement à IMDb. Et maintenant, voilà, ça n'a plus de secret pour nos auditrices et nos auditeurs. Manuela, qu'as-tu pensé de ce Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ? J'ai commencé parce que je suis peut-être celui qui a l'avis le plus positif sur le film, contrairement à mes 2 peines à jouir de camarades. Non, c'est tellement mal nous connaître. C'est ça. Même si c'est pas un film qui rit par son scénario, tu sens quand même que contrairement à Fallout, McQuarrie et Cruise, en choisissant de confronter Hunt à cette intelligence artificielle complètement omnisciente qui en passe de menacer le futur de l'humanité et qui est pour cela capable justement d'anticiper les décisions des personnages, ça les a amenés quand même à se poser la question de ce qui distingue Hunt de la menace qu'il affronte et de ce qu'il définit en tant que héros, à savoir, au-delà de ses prouesses d'action, c'est son attachement justement à la vie des autres. C'est quelque chose qui était déjà en filigrane dans les précédents films, mais qui n'était pas complètement exploité. Ici, c'est vraiment questionné. C'est
quelque chose qui finit par avoir une incidence sur le comportement des autres personnages qu'il affronte, et c'est quelque chose que le film fait toujours au cœur de l'action, que ce soit le personnage de Briggs, l'agent du bureau qui poursuit Hunt et qui, juste par un échange de regards, fait comprendre à Hunt qu'il est autant un allié qu'un adversaire, en tout cas qu'il obéit à un code d'honneur. C'est la même chose avec le personnage de Paris, le personnage incarné par Pomme Clémentieff, lors de son affrontement avec Hunt dans une ruelle à Venise, et qui va aussi avoir une incidence sur la toute fin du film. Tu as aussi ce moment assez inattendu avec le personnage de la veuve blanche, interprétée par Vanessa Kirby, dans le train, lorsqu'elle s'isole dans son wagon, et tu sens tout d'un coup tout le poids qui repose sur ses épaules. Et c'est là aussi également avec ce nouveau personnage de Grace, au moment où elle sort du commissariat, et tu sens à un seul regard qu'elle est complètement dépassée par les événements, et c'est quelque chose qui résonne parfaitement avec la thématique du film, à savoir cette idée d'une entité froide, calculatrice, auquel justement tous ces personnages s'opposent. Ouais, je trouve que tu vois quand même vachement le verre à moitié plein. Non, mais parce que moi, franchement, j'ai surtout vu ça comme un truc un peu rapporté, ce truc de s'inquiéter du sort des autres. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment incarné dans des persos. J'ai l'impression plutôt que le seul personnage qui a une trajectoire, un arc narratif un peu travaillé, même si c'est pas abouti, parce qu'on n'est pas non plus en symbiose avec elle à la fin quand elle fait un choix drastique par rapport à sa rémunération. C'est le personnage de Grace, donc le nouveau personnage féminin du film, où là il y a vraiment un arc narratif enfin voilà, avec, en effet tu l'as dit, elle est paumée par un truc plus grand qu'elle, et puis elle c'est avant tout une voleuse, et puis elle se retrouve face à des choix un peu plus conséquent, on va dire. Donc elle, il y a un truc autour d'elle, mais sinon pour les autres personnages, franchement c'est hyper minime, quoi. Pour moi, pas tant que ça, parce que c'est justement tout ce qui fait la différence, notamment avec un grand nombre de films d'action contemporains. C'était justement cette capacité à construire des personnages au sein de l'action, par petites touches. C'est pas de la grande écriture scénaristique, mais c'est justement une écriture qui est capable de me faire croire à ces personnages-là, et qui en plus est reliée à la thématique du film, qui est cette idée de personnages opposés à une entité qui est justement capable de déjouer leur comportement humain. Et pour moi, ça fait toute la différence. Pour moi, c'est une promesse en fait. Dans le film, à un moment, je pense que c'est le personnage de Simon Pegg qui est confronté à une espèce d'énigme, et tu comprends que l'intelligence artificielle, donc qui est l'ennemi principal, a une capacité à décrypter les actions des personnages, et donc du coup à anticiper ensuite leurs actions futures. Mais je trouve que ça reste vraiment à l'état de promesse dans le film, et que c'est jamais véritablement exploité, quoi. Il y a plein de trucs assez théoriques dans le film, et tu parlais de déjouer les attentes, mais la saga Mission Impossible, en fait, elle fonctionne, passer le premier, fonctionne en fait que là-dessus, c'est-à-dire reprendre des codes ultra éculés et les réinventer à chaque fois un peu en proposant, en tout cas sur les derniers, toujours plus grand, toujours plus fort. Mais ici, moi, j'ai vraiment eu cette sensation justement de manque de neuf, de reprendre en fait tout ce que j'ai déjà vu, mais en ne le réinterprétant même pas. C'est-à-dire que la voleuse, on l'avait déjà vu dans le 2, Kurt Ridge, il revient du 1, c'est pas le même personnage, mais c'est le même genre de personnage. Mais oui, mais le film se termine dans un train, tu vois. Pas du tout de la même manière, pas du tout, mais en ne convainquant pas du tout la même imagerie. En ne proposant pas quelque chose de plus impressionnant, de nouveau, quoi. C'est juste, on reprend quelque chose, on le déplace un petit peu, et voilà, moi j'ai une grosse déception par rapport à ça, et je pense qu'il y a quelque chose d'assez thématique là-dessus, parce que le film se veut d'évoquer un peu une menace, comme le disait Oli, moderne, avec cette entité, ce personnage d'IA qui est omniscient, qui peut être partout et nulle part à la fois, etc. Et en fait, le film reprend, mais même dans son découpage, je vais mêler un peu mes deux idées, mais dans les scènes de dialogue qui m'ont paru extrêmement longue et bien plus longue que dans les précédents, où à chaque fois on te propose en fait la préparation du plan sans qu'il convoque, enfin en tout cas qu'il a envie de ressembler à De Palma. On va débuler encore plus, il y a des sautes d'axe très régulières. Je me suis demandé si c'était pas une manière de mettre en avant justement, comme tu le disais Manu, le côté, mais pour moi c'est très théorique, ça marche pas, ça agresse même un peu l'œil, je trouve, de tous ces personnages qui sont en fait perdus par rapport à cet antagoniste, comme je le disais plus tôt. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec tout ça. Et en fait, de manière générale, si je veux être un peu plus simple, j'ai trouvé le film un peu mou. Alors, je mentirais en disant que je me suis ennuyé, parce que ça dure 2h40. Et voilà, il y a quand même des set pieces qui marchent. Hein. La fin est très fonctionnelle. La scène de course-poursuite à Rome marche très bien. Il y a même une scène avec une Fiat 500. Une Fiat 500 jaune qui est assez comique, et qui est, enfin justement, qui déjoue ce que je viens de dire plus tôt, parce qui réfléchit un peu son découpage, parce qu'elle met en scène deux personnages qui sont liés par une paire de menottes dans
dans le sens contraire qui permettrait la conduite. Il faut voir pour comprendre ce que je veux dire. Mais voilà. Je comprends ce que tu veux dire, mais je suis qu'à moitié d'accord avec ça, parce que d'une certaine manière, effectivement, Macquarie se tire un peu une balle dans le pied en cherchant à chaque épisode à se donner une identité visuelle pour renouveler la promesse de la saga qui était d'avoir un réalisateur différent à chaque fois. Et donc d'une certaine manière, il cherche à être un cinéaste qui n'est pas complètement et qui n'a peut-être été que dans Rogue Nation. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a une vraie problématique dans la manière de singer le style d'autres cinéastes, notamment celui de De Palma, dans les échanges avec Kidridge, avec ses chants contre chants débulés. Effectivement, ça va pas du tout. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. En revanche, il renoue avec un truc qu'avait initié Brad Bird dans Ghost Protocol. C'est un retour beaucoup plus au burlesque, avec des idées de pur cartoon proche du cinéma d'animation, avec notamment cette scène à Rome autour de la fontaine, mais également dans le dernier gros morceau d'action du film qui évoque un des derniers niveaux d'Uncharted 2, mais qui en même temps convoque une imagerie de cinéma muet, notamment celle de la ruée vers l'or de Chaplin, avec cette idée de décor constamment en mouvement. Et c'est quelque chose en termes de tempo comique qui n'était plus vraiment présent dans la saga. Moi, le principal écueil que j'ai, parce que moi je trouve les trois gros set pieces du film sont réjouissants parce qu'il y a une vraie évolution. Ouais, tu cites les trois gros moments, les trois bons moments du film, comme dans le précédent. Mais il dure un peu. Il dure ces moments-là, et contrairement au précédent, c'est pas que du cruise show. Non, mais je veux dire, c'est que cruise control. Même dans la séquence de bagnole, c'est pas lui qui conduit le plus du temps. Je veux dire, dans Fallout, c'était quand même cruise control dans tous les sens. Eux n'étaient quasiment que des pièces rapportées au sein de l'action. Ouais. Là, ils cherchent quand même à les intégrer au sein de l'action, ce qu'ils ne faisaient pas du tout dans Fallout. Là, je trouve qu'il revient à cet esprit quand même d'équipe, qui était un truc qui avait détruit De Palma et qu'ils ont essayé de fur et à mesure de reconstruire dans la série. Tout en le spoiler alert, tout en le déconstruisant de nouveau. Hein. Oui, mais alors justement, ça je pense que c'est pour moi le plus gros écueil du film, parce qu'on peut disserter sur certaines articulations et de ce type d'écriture de blockbuster. Moi, le plus dommageable, effectivement, il est sur l'écriture d'un personnage, et c'est pas, on va pas le spoiler parce que ça sert pas à grand chose, c'est que la disparition de ce personnage-là n'a absolument aucun impact dans la suite du récit. Et là, pour le coup, ça me pose problème. Mais ça voudrait rappeler, ça voudrait faire écho, ça voudrait s'incarner dans le rapport émotionnel de Ethan Hunt à tout son passé. En gros, les love interest de Ethan Hunt, mais ça n'a jamais marché dans toute la saga. Les love interest de Ethan Hunt n'ont jamais fonctionné. Ça n'a jamais été suffisamment nourri. Non, mais c'est même pas ça. C'est même pas au niveau de Hunt. C'est dans la scène suivante. Aucun des personnages, je ne vais pas révéler, mais aucun des personnages qui sont encore présents n'est affecté par ça. Ouais. Pour moi, il y a vraiment un vrai souci, parce que d'une certaine manière, si tu choisis de tuer ce personnage-là, fais-en l'acte moteur de ton troisième acte. C'est pas le cas. Et pour moi, c'est le truc le plus dommageable en termes d'écriture, parce qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent un peu au forceps, et je me dis, ok, je l'accepte. Là, c'est plus dommageable parce que ça vient nuire, entre guillemets, à l'implication de ce troisième acte. Moi, je trouve que, je vais reprendre un truc que Lucien a dit, c'est qu'il disait que les scènes de dialogue et d'exposition, il n'arrivait pas à dynamiser ça. C'est vrai sur cet épisode-là. Je trouve vraiment qu'il y a des explications de plans qui sont vraiment ennuyeuses à crever, que ça s'éternise et qu'il n'arrive pas à dynamiser son truc. Et c'est encore plus flagrant dans l'exposition. Je trouve l'exposition du film hyper calamiteuse, vraiment pas du tout inspirée. Et je pense que ça a un peu à voir, c'est un peu le même genre de problème, quoi. Et tu parlais du ton humoristique du film. Je trouve en effet qu'il y a des blagues qui fonctionnent, mais je trouve quand même que c'est un film qui cherche un peu son ton, qui sait pas trop sur quel pied danser. Des fois, il y a ce côté un peu slapstick qui est là, mais c'est jamais vraiment tout le temps. Des fois, le côté encore très empesé du film précédent est encore là. Et j'ai l'impression aussi que du coup, le pauvre Tom Cruise, ici, je le trouve régulièrement assez mauvais. Et j'ai l'impression que c'est un truc où il cherche un peu le ton du film. C'est pas là-dedans qu'il est le meilleur de manière générale dans sa carrière. C'est pas là-dedans qu'il brille le plus. Et donc voilà, et ça c'est entre autres des problèmes du film. Et d'autre part, je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont pas exploités. J'en ai parlé un peu dans l'intelligence artificielle. Ils ont refait un système, donc c'est les gars de la CIA en gros, un système tout analogique avec le satellite qu'ils ont récupéré de la météo, je sais pas quoi. Et en fait, ça sert à rien dans le reste du film.
Ça sert à rien. Il y a plein de trucs qui sont pas exploités. Oui, mais qui sont posés là de manière assez intéressante. Je veux dire, la séquence, par exemple, d'explication du fonctionnement de l'intelligence artificielle, malgré tout, là, c'est plus de l'écriture de scénariste que de la pure mise en scène, mais il y a cette logique-là de t'expliquer ça avec l'entrée d'un personnage qui te montre ce décor où on est revenu à de l'analogique, où ils sont en train de noter tout sur papier, et en même temps qu'on t'explique l'intrusion, la possible intrusion de cette entité au sein des différentes bases numériques des différents États, tu as un personnage qui procède de la même manière au sein de ce meeting-là. Et donc ça, c'est plus de l'écriture scénaristique. Et c'est pour moi là où, malgré tout, même quand il montre ses limites en termes de mise en scène, comme dans cette scène qui est celle de la tempête de sable, où tu te dis c'est une super idée de scène d'action. Ce sorte de Fort Alamo avec un personnage qui se retrouve à devoir en sauver un autre dans une tempête de sable où les personnages sont indiscernables les uns des autres, sauf qu'il en fait pas grand chose à part une petite idée pour quand même présenter le personnage de Hunt au tout début avant que l'assaut soit amené, mais c'est de l'écriture. Après, je trouve le film quand même suffisamment généreux tout du long. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai un moment, tu peux pinailler sur ça, mais à un moment, je boude pas mon plaisir. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à voir le film. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un spectacle détestable. Non, loin de là. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'autour de cette table, on est tous très clients de cette saga. En tout cas, moi, je trouvais jusqu'il y a peu, et en fait, d'une certaine manière, toujours aujourd'hui, que ça reste une saga, si on enlève le 3, qui est, comme on le disait en micro, qui est un épisode de télé au milieu d'une saga de cinéma, quoi. Une saga qui se tient et qui propose toujours un peu un spectacle à minima divertissant, excitant. Mais je pense aussi que la déception de celui-ci, ou en tout cas les propos que Oli et moi tenons dessus, vient du fait que voilà, il y a eu le 1, il y a eu le 4, il y a eu le 5, il y a même eu, avec tous ses défauts, le 2, et que bon, voilà, ici on ne boxe pas dans la même catégorie, quoi. Macquarie, c'est pas De Palma, c'est pas Brad Bird, c'est pas John Woo. Mais il avait déjà fait le 5 quand même. Il avait déjà fait le 5, mais qui était une anomalie. Hein. Quand on a vu le 5, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on a vu d'autres films de Macquarie qui ne sont pas de ce niveau-là, quoi. Non, moi je trouve typiquement, je reviens encore à la vraie scène de fin du film, cette idée de convoquer à la fois le jeu vidéo et le cinéma burlesque des origines. Dans Uncharted 2, tu avais 2 wagons, tu étais majoritairement auto et tu n'avais pas du tout l'impact d'un découpage cinématographique. Et là, il arrive à entremêler ces trucs-là. Comment alors, en fait les jeux vidéo sont pensés sur des systèmes de plateau et comment le cinéma des origines était aussi cadenassé dans cette logique-là de tableau. Et tu vois aussi toute la culture cinéphilique entre guillemets de Tom Cruise et de Macquarie qui est hyper payante. Oui, parce que la séquence, moi je m'en rappellerai de cette séquence-là. Mais oui, mais on se rappellera aussi de la course-poursuite dans Rome et donc en effet cette fin où tu as le train qui wagon après wagon tombe dans le vide, qui moi plutôt m'a fait penser à Lost World, le Jurassic Park 2 quoi. Il se passe un truc avant. Je suis désolé d'en parler, mais bon, on est dans une saga où il y a une surenchère à chaque fois, de scènes d'action de plus en plus dingues, qui, comme tu le disais... Je crois que je sais de quoi tu vas parler, je suis entièrement d'accord. En plus, comme tu le disais, c'est des scènes d'action qui sont bien construites, etc., inventives, c'est vrai, tout ça, c'est vrai. Mais là, quand même, dans celui-ci, il se passe un truc où à un moment, j'ai l'impression que moi, ça passe les bornes, ça passe un curseur, c'est que non seulement c'est énorme ce qui se passe en termes d'actes, d'accomplissement physique, etc., mais en plus, il y a un énorme hasard au milieu du truc qui fait que moi, je ne rentre plus du tout dans le truc. Moi, je rentre complètement parce moi, pas du tout. Et laisse-moi finir. Et en plus, le truc, c'est qu'il y a un montage parallèle entre ce qui se passe dans le train et lui, ce qui se passe en moto. Il saute et il dit, je vais pas arriver jusqu'au train. Et boum, il arrive alors que tu ne l'as plus vu depuis genre 5 minutes. Et donc, du coup, tout ce qui est vraiment l'arrivée jusqu'au train est complètement ellipsé. C'est juste qu'il arrive comme ça, comme un Deus Ex Machina. Et alors là, je me suis dit, mais non seulement il arrive comme un Deus plus, quoi. Non seulement il arrive comme un Deus Ex Machina, mais le méchant humain du film dégage dans un pur Deus Ex Machina, mais en sens inverse, quoi. C'est-à-dire qu'il se fait aspirer hors du train là où Tom Cruise est importé dans le train, mais de la même façon par le même côté du train. Moi, l'arrivée de Tom Cruise, ça marche. Moi, c'est un tempo comique à un moment qui arrive dessus. Quand on parlait de Ville de Coyote, etc., c'est vraiment ça. Ouais, mais t'es pas dans ce film-là. T'es dans un film qui cherche son ton tout le temps. T'es dans un film qui se la jouerait. Pour moi, c'est vraiment le cas, et je trouve justement pour le coup. T'as un cinéaste qui sait à un moment quand relâcher la pression, etc. Et pour le coup, alors c'est pas depuis les débuts, mais alors je sais pas de quand date sale, mais le fait peut-être justement de Rogue Nation de beaucoup faire de la promo
en amont des tournages sur les cascades du film. Là, en fait, au moins, je me suis dit, d'une certaine manière, ils font pas tout le build-up sur ça. Elle est juste un élément de la grosse scène d'action. Et au moins, on n'est pas dans ce truc-là où, en fait, une scène qu'on a ultra teasée est la seule scène d'action que t'attends. Elle est juste, en fait, une péripétie au sein de la grosse scène d'action. Et d'une certaine manière, je me suis dit, au moins, c'est ça, parce que si c'est juste le point d'orgue, ce saut-là, ça va forcément être déceptif. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! Bon, vous avez compris, on passe au film suivant. Allez, on va parler maintenant de Indiana Jones and the Dial of Destiny. I'm retiring. Well, in that case, what are we drinking? Same for the goddaughter. Dad told me you found something on a train during the war. A dial that could change the course of history. Why are you chasing the thing that drove your father crazy? Don't move. We need to get out of here. Stop! Sorry. Helena! Dr. Jones, get him. Hitler made mistakes, and with this, I will correct them all. You stole it. Then you stole it. And then I stole it. It's called capitalism. This way! Fasten your seatbelts. There might be some turbulence. You've taken your chances, made your mistakes. And now, a final triumph. Give him hell, Indiana Jones! A few times in my life I've seen things. I've been tortured with voodoo. Been shot 9 times, including once by your father. Sorry! But I've been looking for this all my life. C'était en 1981 que l'aventurier au chapeau est apparu pour la première fois sur les écrans et sa 4e aventure de sinistre mémoire date de 2008, soit il y a 15 ans. Pour ce nouvel épisode, Steven Spielberg passe la main à James Mangold, le réalisateur américain de Copland en 97, plutôt en forme ces dernières années en ayant enchaîné 2 de ses meilleurs films, Logan en 2017 et Le Mans 66 en 2019. Suite au départ de Spielberg, donc, le scénariste David Koepp a également quitté le navire. Un nouveau scénario a donc été coécrit par James Mangold lui-même en compagnie de Jez et John Henry Butterworth, avec lesquels il avait déjà écrit Le Mans 66. Le film, donc, Indiana Jones et le cadran de la destinée, commence à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Indiana Jones et son ami Basil Shaw extirpent une moitié de la machine d'Anticythère, ils appellent ça l'Antikytheros, je crois, dans le film, ayant appartenu à Archimède des mains des nazis. Donc voilà, il l'enlève des mains des nazis. Ellipse, et nous voilà en 68 à New York. À l'heure des premiers pas américains sur la Lune, Indiana Jones est un professeur octogénaire acariâtre et alcoolo à l'orée de la retraite. Sa filleule, Helena Shaw, la fille du susmentionné Basil, vient le retrouver pour remettre la main sur la fameuse relique, mais bien sûr, il y a tout plein de vilains wannabes nazis qui se lancent à leur trousse. Alors, devant la caméra, on retrouve bien sûr l'irremplaçable Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge dans celui d'Helena Shaw, Mads Mikkelsen dans celui du méchant de service, Toby Jones, Antonio Banderas ou Jonathan Rhys-Davies qui reprend son rôle de Salah. A noter que John Williams signe apparemment sa dernière partition pour le film et que la photo est de Phaedon Papa Michael, qui avait déjà travaillé à de nombreuses reprises avec James Mangold. Lucien Alflans, qu'as-tu pensé de Indiana Jones 5, Indiana Jones et le cadran de la destinée ? Moi, j'ai pas, on en a à nouveau pas mal parlé entre nous, j'ai pas un affect fort avec la saga Indiana Jones. J'ai pas grandi, enfin si j'ai grandi, je les ai vus jeunes, mais j'ai pas poncé les VHS dans mon enfance, dans mon adolescence.
j'ai de la sympathie pour les 3 premiers de Spielberg, particulièrement les 2 premiers. Si j'allais voir ce film-là plutôt avec envie, c'est plus pour James Mangold, dont j'aime de nombreux films. Je trouve ça loin d'être désagréable à suivre. Je trouve ça extrêmement problématique sur plein de points. Et je ne sais pas si je dois voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Peut-être la première chose que je pourrais dire sur le film, c'est que j'ai eu l'impression que le film ne dénotait pas dans l'envie et dans le décorum pulp de cette saga. Je trouve que le film arrive à garder ça et le tient au corps tout du long, et voilà, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose que Mangold a réussi à instiguer. Mangold, c'est quelqu'un qui sait faire du cinéma, qui sait découper, qui arrive à prendre en compte l'âge vieillissant du héros de Harrison Ford. Ça marche pas tout le temps, mais il y a à nouveau des idées. Bon, voilà, un peu de comment on se bastonne assis ou couché. Voilà, mais c'est con, mais il y a certains moments où ça fonctionne pas trop mal. Alors voilà, on n'est pas sur du Steven Spielberg, ou pour faire le pont avec le film dont on parlait plus tôt, avec du De Palma. Après, moi je pense qu'il est important quand on parle de ce film-là de parler un peu de contexte, et de contexte au niveau de ce qu'a représenté Harrison Ford dans une partie de notre cinéphilie, et la manière dont on a bouclé les arcs narratifs de ces personnages-là, parce qu'il y a quand même le précédent des Star Wars, il y a le précédent de Monsieur Villeneuve et son Blade Runner, et c'était quand même vraiment problématique. Là, pour le coup, le film est bourré de défauts. Je n'ai pas passé un bon moment en fait en salle, mais en revanche, c'est pas un film qui tire à la ligne à mon sens comme le 4. C'est qu'en fait, c'est un film qui a quand même quelque chose à raconter. Il le raconte avec beaucoup de détours, pas forcément très bien. Mais il offre une vraie fin au personnage, ce que ne faisait pas le 4, ce que ne font pas les Star Wars et les Blade Runner 2049. Voilà, donc déjà ça, c'est là, je me dis, il y a plein de choses qui m'ont posé problème, souvent dans l'exécution, dans les contraintes de ce qu'on sent un blockbuster actuel, c'est-à-dire ce dépaysement qu'essaye de jouer le film. Je ne l'ai jamais, parce que j'ai toujours l'impression que les gens sont dans des studios, sur des fonds verts. Il n'y a jamais cette profondeur de champ que tu pouvais avoir dans les Spielberg, où vraiment tu sentais que tu étais dans des décors. Là, même dans des scènes de dialogue, je ne crois jamais que les gens sont physiquement dans le décor. On parlait auparavant de Mission Impossible sur les délires où on te jure, tout est fait en live, etc., ce qui est très moyennement vrai, mais il y a quand même ce sentiment de décor. Peu importe si il est réellement fait en live, mais j'ai ce sentiment-là. Et c'est ça qui prime. Tout à fait. Je m'en fous, il y a des transparences qui chient dans la colle, dans Mission Impossible à des moments sur des plans, mais l'impact du plan me vend le truc, et il y a quelques plans qui me font comprendre qu'on est quand même là. La clôture vis-à-vis de son métier, ou la clôture au niveau de l'aventure, pas l'aventure intime, mais son aventure liée à son rapport à l'histoire, qui je trouve un truc vraiment bien pensé, que j'ai pas du tout vu venir, etc. En revanche, le chant contre chant qu'il y a entre Indiana Jones et le personnage qu'il rencontre, ce personnage qui sort de l'histoire littéralement, c'est moche à crever, ces plans-là. Je ne peux pas faire abstraction de l'arrière-plan qui me pose problème. Je ne crois pas à cette émotion, parce que c'est pas le problème de l'implication à ce moment-là d'Harrison Ford dans la scène, c'est vraiment que je ne vois que la transparence derrière. Et ça me fait chier de dire ça, parce que je me dis, ah ouais, en fait, ils me surprennent dans l'écriture, et vraiment, ils avaient une direction. Ce que beaucoup de films n'ont pas. Là, non, tu sens qu'il y avait un début, il y avait un milieu, il y avait une fin. On a cherché à raconter cette histoire-là. Mais c'est parasité par tous ces soucis-là. C'est parasité par le fait qu'à la fois, on veut prendre en considération l'âge d'Harrison Ford, mais en fait, on le fait assez peu souvent, parce que régulièrement, on doit le remettre dans des situations qui sont totalement improbables pour un personnage de son âge. Oui, mais ce qui était déjà improbable quand il avait 35 ans. Là, il y a un vrai problème, parce que tu vois que son corps ne suit pas. Je suis désolé, même quand il... À certains moments, ça se sent. Alors, tu parlais de scène catastrophique dans Mission Impossible de début. Moi, je trouve qu'elle est quand même pas loin, cette scène d'intro, parce que
elle fonctionne pas. Le rajeunissement numérique de Harrison Ford, il est problématique. Quand ils essayent de faire sourire Harrison Ford comme il ne sourit plus depuis 30 ans, ça va pas. C'est les mêmes soucis qu'on avait. Ce qui est marrant, c'est que tu te dis, c'est des trucs qui n'ont pas été résolus, même pas d'un point de vue technologique, mais en termes de méthodologie, par rapport à The Irishman. C'était qu'à un moment, tu vois que c'est un corps d'un monsieur âgé et que c'est pas un jeune fringant qui est en train de se bouger, et donc ça ne fonctionne pas. Justement, tu disais, tu les as peut-être pas pensés, mais on les a pensés, les films avec Harrison Ford. On connaît, entre guillemets, les moindres détails de son visage, de son corps, etc. Et là, tu ne peux pas me faire croire à Indiana Jones de jeune en faisant du rajeunissement numérique sur un corps vieux. Ça ne fonctionne pas. C'est pas un souci, en fait, vraiment technologique qui est là. C'est pour moi un souci de méthodologie. Et en plus, bon, après, il y a le pari de le faire de manière hyper étendue. Je pense que c'est la première fois qu'on a ce rajeunissement sur une séquence hyper longue. Pour moi, justement, trop longue et où je ne me sens jamais dans l'action, parce que pour le coup, là, tu as encore des affrontements sur le toit. Mais là où dans le Mission Impossible. C'est une bonne idée de le faire arriver avec un sac sur la tête. Dans le Mission Impossible, effectivement, je vois les transparences, etc. Mais il y a 2-3 plans, à des moments, régulièrement des plans larges où tu vois qu'à des moments, les personnages sont réellement sur le train, etc. Et donc, tu as un sentiment du décor. Là, tu sens les transparences, la fumée, la nuit, pour camoufler, en fait, ce tournage numérique qui n'est pas un problème en tant que tel, mais qui, tu sens qu'on te planque les trucs et qu'on te rajoute de la fumée, de la brume, des trucs pour planquer les trucs parce que les personnages sont pas là. Et en fait, tous ces éléments de fabrication entachent beaucoup l'émotion que je devrais avoir à la fin du film. Mon émotion, elle naît du fait de me dire, ok, cette histoire avait une raison d'être racontée. Et elle est cohérente avec le personnage, mais elle ne me procure pas l'émotion qu'elle devrait. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Manu. Ouais, moi aussi, grosso merdo, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Manu. Sur ce film-là, pour revenir vite fait sur la première scène du film, même au-delà du fait que, en effet, je suis d'accord avec toi sur tous les problèmes qui sont liés au de-aging, le truc, c'est que la scène est beaucoup trop longue, elle s'étend beaucoup trop. Enfin, je dirais, c'est aussi la volonté de faire un prologue comme dans les autres aventures d'Indiana Jones, sauf que on allait directement à l'action, tout était hyper ramassé dans les 3 premiers épisodes, et ici c'est pas le cas. Ici c'est étendu, on dirait plutôt vraiment une espèce déjà de premier acte un peu bâtard comme ça. Déjà dès le début, dès les premières scènes, quand il est dans le train et qu'il doit avancer parmi tous les nazis, etc., on sent que James Mangold, même si il arrive à faire le taf, aussi dans cette séquence où la bombe arrive lui il est pendu, il y a une bombe qui arrive mais elle n'explose pas tout de suite, donc il y a un suspense avec un time lock sur le moment où la bombe va exploser et tout, et il y a ce qu'il faut dans la scène pour aller sur ce truc un peu justement pulp cartoon des autres Indiana Jones, mais il y a quelque chose qui manque dans le rythme des choses, dans l'interprétation aussi. Il y a quelque chose. Il y a dans la manière de découper, dans le rythme, il y a quelque chose qui n'est pas, n'est pas Steven Spielberg qui veut. Je suis d'accord également sur le traitement du vieillissement, qui est assez bien introduit, je trouve, dans toute la première partie à New York. Ça marche plutôt pas mal. L'introduction des méchants est plutôt pas mal parce que Mads Mikkelsen, qui est pour le coup très bien, je trouve, dans le film, il a une scène qui est bien gérée avec le groom de l'hôtel. Là, je trouve que ça marche assez bien. Mais toute l'évolution de ce personnage-là est chouette, même quand il constate son échec, la scène est géniale. C'est super, ouais. Mais je trouve que le vieillissement du personnage, il est traité dans cette première partie qui se passe à New York. Et après, t'as un énorme ventre mou. Le Maroc, la Grèce, la Tunisie, là, ça c'est... En fait, non, c'est pas la Tunisie, c'est la Sicile d'ailleurs. Mais ça prend pas, on sent le décor, on sent... Et surtout, le pire, c'est qu'on sent qu'ils sont occupés à cocher des cases. On dirait vraiment, à la fin quand ils sont dans le tombeau d'Archimède, là, on sent vraiment qu'ils sont en train de dire, ok, il y a ce passage-là d'Indiana Jones, on a coché, check, 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 et on a fait référence à ça, check, 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 pour faire un épisode qui ressemble à tous les autres Indiana Jones, en suivant exactement le même chemin, avec tous les mêmes, avec tous les éléments reconnaissables, le coup des insectes en nombreux là. J'avais même oublié. Oui, c'est vrai, dans tous les Indiana Jones, normalement, il faut une scène où il y a pléthore d'animaux dégueulasses. Et j'avais oublié de le faire. Et quand ils le font à ce moment-là, je me dis « Ah non, ça vient tellement tard, c'est tellement mal amené. » Là, j'étais vraiment très, très, très déceptif à la fin. Et puis,
En effet, il y a ce truc qui arrive au terme de la scène d'aviation qui, en effet, est inattendu, mais en même temps logique, et en même temps bien amené, en même temps préparé, et en même temps qui fait une sortie au personnage qui est cohérente dans sa trajectoire et tout, et qui m'a cueilli à la fin. C'est vrai, moi en effet, je trouvais ça un petit peu moche, un petit peu fake, mais un peu comme tout le reste du film, quoi. Mais je trouvais que là, Harrison Ford, il se donnait un petit peu, qu'il y avait de l'idée vraiment au niveau thématique. Et en plus, l'élément un peu slapstick qui nous sort de cette scène-là m'a fait rigoler, quoi. Donc je trouvais que la fin relevait un peu la sauce, mais sinon, c'est tellement un film qui se cherche, qui échoue à être son propre film. C'est terrible. Et d'ailleurs, la musique de John Williams est vraiment à l'image de ça, parce qu'il n'y a aucun thème qui est reconnaissable, je trouve. C'est un film qui est extrêmement symptomatique de ce qu'est le blockbuster aujourd'hui. Tu parlais d'un énorme ventre mou. Sur le précédent film, on parle d'un film de 2h40. Ici, c'est 2h20 et quelques. On va peut-être pas décortiquer ça en long et en large maintenant, mais c'est un truc vraiment, c'est une logique ultra capitaliste, en fait, de rallonger les films pour comme on rajoute des couches dans un burger, quoi, pour te donner l'impression que tu en as pour ton argent, alors qu'en fait c'est pas ça qui compte, quoi. Quand on revoit le premier Mission Impossible, il faisait tout juste 2 heures, et voilà, c'est une autre coin, quoi. Donc, mais c'est pas le problème c'est pas un problème de, pour moi, la longueur, mais c'est juste un moment de pas s'accorder. C'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les blockbusters contemporains qui ont tous ce problème d'avoir un ventre mou à un moment. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a quand même un truc qui devient un peu récurrent et problématique. Ouais, mais pour moi, le gros souci vraiment identifiable sur cet indie, c'est vraiment le fait de t'as l'impression de ne pas s'être accordé sur un film pour, visiblement au début, une proposition d'histoire qui semble avoir réuni ces gens-là autour de la table, et au fil du truc, il faut quand même, comme le dit Olivier, cocher tous ces éléments, mais qui sont complètement paradoxaux par rapport à ce qu'on veut raconter. C'est-à-dire, si tu veux raconter justement cette fin de ce personnage-là, la manière dont il va se réconcilier avec son passé, quoi. Tout ce rapport au passé, etc. Alors en plus, régulièrement, il le fait bien. La petite scène, par exemple, typiquement, il va pas intelligemment, il va pas nier le 4. Il fait une scène sur le bateau où on est juste évoqué le truc, et elle est super touchante, la scène. Ouais, ça fonctionne, parce qu'elle est bien écrite, et tu te dis, ah putain, on n'est pas encore dans ces trucs-là. Allez, non, on fait en mode, genre, on fait un reset, on oublie comme le canard boiteux, tu vois, le film d'avant. Non, il est là, il faut le traiter, et ben on le fait intelligemment. On le fait pas en plus en faisant revenir un personnage. Non, on va l'évoquer, ça va participer de la construction du trauma entre guillemets du personnage, et d'amener progressivement à cette idée sur le rapport conflictuel qu'a ce personnage au passé. C'est vachement bien trouvé, quoi. Et rien que pour ces petits trucs là, voilà, je vais pas taper dessus un film dont je suis pas satisfait à la sortie malgré tout, parce que c'est vraiment un film où tu sens quand même il y a des gens qui avaient des volontés de raconter quelque chose. C'est malheureusement tu te dis quand tu n'es qu'un artisan du genre, pas avec une puissance de feu comme sur d'autres cinéastes, comme un mec comme Mangold, c'est compliqué d'arriver à un film qui n'est pas constamment parasité par des dictats de studio. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas, même au-delà de Mangold, on le voit, des Spielberg ou d'autres actuellement, leur espace pour tourner ce type de gros film, il n'existe quasiment plus, quoi. En fait, il y avait des bonnes intentions dans ce film, il y a des bonnes intuitions. Donc le traitement de la vieillesse qui est malheureusement un peu abandonné, même si de temps en temps qui revient. Et aussi par rapport au personnage de Phoebe Waller-Bridge, là, qui en effet introduit un truc quand même vachement frais, vachement dynamique dans le truc, qui a un bon contrepoint. Je trouve que elle est vraiment en contrepoint par rapport à Indiana Jones, parce que c'est une voleuse, que c'est une profiteuse, et que justement elle a un parcours par rapport à ça. Mais son parcours, il est juste... il n'est pas très bien traité, en fait, finalement, par rapport à son rapport à l'archéologie et tout. Ça aurait pu être intéressant. Il y avait tout ce qu'il fallait pour faire vraiment un chouette arc narratif, un chouette personnage, et vraiment qui relève la sauce de cet épisode. Et puis c'est un peu passé sous le tapis comme ça, un peu pas très bien traité, pas très bien assumé, ce qui tellement bien qu'on n'arrive pas vraiment à identifier quels sont les moments où justement ce personnage va évoluer, quoi. Ouais, et puis quand tu te dis, alors ok, il y a le studio qui veut remettre les pieds dans cette logique d'exotisme, tu vois, de la saga, mais en fait donnez-vous les moyens. En fait, tu as cette séquence qui est la même séquence problématique que dans Mission Impossible, cette séquence sous-marine. Genre, elle est
moche à crever. Tu dis, d'autant plus quand tu Il y a arrives des après. bons trucs dedans. Enfin, je veux dire, il y a des bonnes choses à exploiter. Tu vois le côté avec les bonnes choses à exploiter. En fait, c'est triste à dire. Mais on a quand même eu un gros blockbuster en fin d'année dernière qui se passait majoritairement sous l'eau. Aujourd'hui, quand j'ai vu ces films-là, je me rends de voir l'archéologie, c'est moche, ça pue le numérique, tu y crois pas un seul instant, donc j'ai pas de dépaysement. Donc si tu me proposes cette séquence-là, trouve-moi un angle d'approche pour que je sois dépaysé. En fait, je me dis, mais vu que tout est possible, entre guillemets, en termes de création aujourd'hui, propose-moi un truc vraiment surprenant. Là, je me dis, ok, bon, c'est sous l'eau, mais je sens pas d'enjeu, j'ai pas de danger, je m'en fous, et puis je vois bien, tu sens bien un petit peu comment elle a été tournée, quoi, que Sonford visiblement n'y est jamais allé en dessous, quoi, tu vois. Il y a toute cette logique-là qui fait qu'en fait, tu dis, pourquoi faire cette séquence-là, en fait ? En plus, pour introduire un personnage de Banderas que tu vas bazarder 15 minutes après, tu vois, mais alors, il y a plein de trucs, en fait, qui parasitent l'histoire. Moi, je constate que comme Indiana Jones, Transmission aussi une checklist. Donc, De Palma, c'est bon. McTiernan, c'est bon. James Cameron, c'est bon. Voilà. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! Bon, c'est mon nouveau jingle, je suis hyper excité, mais je vais pas le mettre à chaque fois, désolé. Ouais, ça va être trop lourd. Ok, on va partir sur Pearl, le film de Ty West. Caring for your family during these times is admirable. But you only get one take at this life. If only they would just die. Pardon? Nothing. I want to be special, dancing up on the screen like the pretty girls in the pictures. I will not let you leave this farm again. I'm worried there may be something real wrong with me. Rumor has it they only take one gal per town. We're looking for someone with X Factor. Has to be me. How about a film nobody else has seen? Is it legal? Will be eventually. I know what I've done. Bad things. Terrible, awful, murderous things. I want to be loved from as many people as possible. But truth is, I'm not really a good person. Nous disions donc que nous parlons maintenant de Pearl, le film de Ty West qui sort le 16 août en VOD et en support physique en France et aussi en Belgique, peut-être, pourquoi pas. Donc, Pearl, c'est une espèce de deuxième volet d'un diptyque qui avait commencé par X, donc qui était sorti il y a même pas un an, mais on avait eu le privilège d'une sortie en salle en Belgique. Donc, qui était ce film qui se passait dans les années 70 sur le tournage d'un film porno dans une ferme au fin fond de je ne sais plus quel état rural américain. Donc ici, c'est une espèce de spin-off sur le bad guy, ou plutôt la bad woman de X. Oh, le spoil! Alors, donc ça se passe en 1918. Pearl est une jeune fille qui vit dans une campagne américaine. Son père est infirme et dans un contexte de grippe espagnole et aussi de Première Guerre mondiale. Sa mère, la mère de Pearl, et elle-même entretiennent l'exploitation agricole avec difficulté. Mais Pearl, elle, ce qu'elle rêve, c'est de devenir danseuse et d'apparaître dans les movies. Voilà. Ça, c'est un peu le prémisse du film qui se passe dans exactement les mêmes décors que X, puisque apparemment les films ont été tournés l'un à la suite de l'autre.
Celui-ci a été écrit par Mia Goth, donc l'interprète de Pearl, et qui était déjà l'interprète de Pearl et du rôle principal féminin dans X, qui est aussi la compagne, je pense, de Ty West, donc le réalisateur. Je sais qu'elle est créditée comme scénariste sur ce film-ci, Pearl, mais que je ne sais pas sur X si c'était le cas. T'avais qu'à faire ton boulot, quoi. Ouais, je sais, mais j'ai pas eu trop le temps de bien préparer. Je suis désolé, messieurs. Voilà, vous savez, on fait ça sur nos heures libres, et quand on n'a plus beaucoup d'heures libres, c'est moi. Vous n'êtes pas payé, vous? Je vais peut-être commencer à donner mon avis sur le film. Donc, j'ai trouvé que c'était un film agréable, modeste déjà. En fait, il se passe tout à fait dans le même décor que X. Il y a encore moins de personnages, même si je crois qu'il y a l'une ou l'autre scène avec un petit peu plus de figures, mais de manière assez intelligente, il trouve ce contexte de grippe espagnole qui permet d'avoir des figurants masqués dans les scènes où il y a un peu plus de monde. C'est un film qui, bien sûr, repose sur les épaules de son interprète Mia Goth, et voilà, on se rend compte qu'avec finalement très peu d'éléments, Ty West et Mia Goth parviennent à construire un film qui se tient bien, construire un personnage, construire des scènes qui sont assez fortes, souvent de manière très simple en fait, qui sont des scènes qui sont autour d'un conflit. Voilà, une jeune fille qui veut partir de l'exploitation agricole parce qu'elle s'emmerde et qu'elle a envie de vivre sa vie et qui s'oppose à sa mère. Je pense que ça va occasionner la meilleure scène du film, qui peut vaguement rappeler parfois Carrie de Palma. Donc il y a un affrontement entre la mère et la fille qui est vraiment assez dynamique, assez bien joué, assez bien écrit, et qui en termes de tension fonctionne bien. Donc voilà, c'est un peu un modèle de cinéma extrêmement... un modèle de série B, voilà, d'économie, voilà. On a un peu un goût de trop peu quand même à la fin du film. On se dit tiens, mais c'était juste ça, quoi. Et qui fonctionne très bien en complément de X, quand on a bien X en tête. Mais X, c'était quand même un film thématiquement, je trouve, plus ambitieux, plus large, pas plus réussi parce que la deuxième partie de X pêchait un petit peu, mais en tout cas qui était plus ambitieux, plus nourrissant, quoi. Je sais pas, alors ça je suis peut-être pas d'accord, parce que moi je trouve justement que je trouve la réflexion qu'a Ty West sur le genre dans lequel il s'inscrit ici est peut-être plus intéressante en fait que ce qu'il avait fait sur X. Jouer sur cette idée de drame, de mélodrame à la Douglas Sirk, etc., en Technicolor, avec des fois même où on convoque le magicien d'Oz de Fleming, etc. Ouais. Toute cette logique-là, et de montrer un petit peu ce qui, sous le vernis de cette Amérique très proprêtre, très colorée, etc., tout ce personnage qui est complètement en fait l'envers de ce modèle-là, etc., et à mon sens me semble mieux pensé qu'il l'était dans X, et même l'incorporation en fait des scènes de slasher ou de meurtre moins rajoutée au chausse-pied qu'elle me le paraissait dans X, où X en fait j'avais l'impression qu'il y avait d'un côté un film pas théorique mais d'une certaine manière qui jouait sur ces logiques là de frustration, d'émancipation, de lié entre guillemets à la libération sexuelle de cette époque-là, mais où toute la partie slasher me paraissait vraiment un élément rajouté au chausse-pied dans le film pour s'inscrire vraiment dans un genre défini, où là je trouve ça s'intègre mieux. C'est beaucoup mieux construit, et peut-être parce que c'est beaucoup plus drivé par ce personnage principal qui était juste entre guillemets le boogeyman ou la boogie woman du précédent, et je trouve intéressant cette idée d'en faire d'être plus quasiment dans un portrait de caractère entre guillemets, comme on aurait pu le faire de personnages un peu fêlés, comme aurait pu le faire Samuel Fuller, etc., avec ce même économie de ne pas aller plus loin qu'une étude de caractère sur un personnage qui a complètement vrillé, quoi, tu vois, avec le coup une très belle scène de fin. Alors qu'on pourra contester en se disant que c'est l'actrice scénariste qui se donne des biscuits pour ces scènes-là, mais je trouve vraiment la scène est super bien tenue, toute simple, de ce monologue où tu sens vraiment le personnage qui est complètement pété de l'intérieur, mais qui n'est pas du tout réparable à un moment quand elle expose en fait tout ce qu'elle
qu'est-ce qu'elle retient, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas de retour possible, quoi, tu vois. Et c'est assez bien pensé, je trouve, dans la construction de la scène et de la fin, en fait. Ouais, juste un mini truc, c'est là où je trouve que le film est un peu décevant aussi thématiquement, c'est que en fait Pearl, elle est vrillée dès le départ, quoi. C'est-à-dire qu'on dirait que intrinsèquement cette fille est un peu flinguée de la tête et en gros qu'on donne un peu raison à la mère d'essayer de la protéger d'elle-même, quoi. Donc il y a un truc qui est pas très dans l'ordre transgressif, qui était plutôt voilà, moi j'avais retenu de X, quoi. Peut-être qu'il prend aussi en compte le fait que les gens qui voient Pearl l'ont vu X d'abord. Voilà. Lucien, à toi. Je suis assez d'accord avec ce que disent mes comparses. J'ai mal vu le film, donc je suis un peu passé à côté. Voilà, voilà. Non, mais je suis d'accord avec vous. Le rapport à un certain cinéma hollywoodien, à Douglas Sirk, on y pense beaucoup. Tout le rapport que le film entretient avec le genre de cinéma qu'il convoque. Tout ce que le côté actrice scénariste apporte au film et peut-être le dessert à certains moments, mais je suis tout à fait d'accord sur la scène de monologue, de résolution qui au-delà du côté introspectif, du côté dévoilement intérieur du personnage, monte aussi très fort en tension et en fait crée une horreur avec presque rien, enfin une peur avec presque rien. Et je trouve l'autre actrice très bien aussi juste après dans sa réaction, etc. Il y a vraiment, ça c'est une scène qui marche très bien. Non, je trouve le film tout à fait réussi et je vous rejoins en de nombreux points, y compris dans ce que disait Manu sur le côté. On va réutiliser ce mot qu'on écule un petit peu ici, mais d'incarnation. Je pense en effet que le film en tant qu'objet simple se tient mieux peut-être que X, même si je pense, et ça doit aussi être lié aux conditions dans lesquelles j'ai vu les deux films, j'ai peut-être une préférence pour X, d'abord parce qu'il convoque peut-être des choses qui me parlent plus, mais il est vrai que celui-ci est plus tenu dans son... Tu préfères le porno des 70 au film muet porno, quoi, c'est ça? C'est exactement ça, je n'osais le formuler. Mais tu disais le côté actrice scénariste qui parfois peut servir le film comme il peut le desservir. En quel sens est-ce que tu penses que le film peut être desservi par l'écriture de Miagos? Non, c'est pas desservi, c'est juste qu'à nouveau avec avec notre position de spectateur, on y pense. Et moi, dans cette scène que je trouve pourtant très réussie, il y a quand même eu des moments où ok, on sent quand même qu'elle a envie comme disait Manu, de se donner du biscuit, qu'elle a envie, là elle envoie les chevaux, quoi, tu vois. Bon voilà, après c'est des petites choses qui peuvent te sortir d'un film pendant quelques secondes, mais en général ça a un impact pas très fort, hein. D'une autre manière, on en parlait plus tôt, Tom Cruise fait la même chose dans Mission Impossible, hein. On sent l'acteur-producteur qui se donne du biscuit. Mais après je trouve on a beaucoup dit donne du biscuit dans cette émission. Mais non, et puis moi en plus je trouve ça fonctionne bien. J'en parlais récemment là, sur Infinity Pool de Brandon Cronenberg, où je trouvais justement ce côté extrêmement expressionniste qu'elle peut avoir dans son jeu, qui n'est pas du tout un jeu naturaliste, mais bon, quand tu la vois au naturel, elle est quand même très pétée, quoi. Elle a vraiment, tu sens qu'elle a un pet au casque comme actrice. Et je trouve que le film s'empare bien de ce côté-là, où une certaine un peu de beauté, un petit peu de la Heidi qu'elle pourrait avoir, de petite fille qui court dans les champs, etc., et qui est à la fois complètement vraiment pété de l'intérieur. Et je trouve que le film joue assez bien de ce rapport en cette image quasiment d'image quasiment d'Épinal de ce qu'est le cinéma de l'âge d'or hollywoodien, et tout ce qui craquelle en dessous, quoi, en fait. Et voilà, et ça pourrait être un défaut, on parlait de modestie du film, mais c'est en fait aussi une de ses principales qualités, c'est-à-dire c'est un film qui, dans son économie définie, arrive à tirer le maximum de ce qu'il a de son décor, etc. Il ne faudrait pas le voir comme une sorte de pis-aller qu'on pose sur le film. C'est vraiment, je pense, une de ses vraies qualités, et que
On parlait justement des fois des fois des films qui ont un problème à raisonner dans leur propre économie, une sorte d'inflation, soit scénaristique, soit de durée. Là, c'est un vrai artisanat de série B qui, en fait, tu vois assez peu de scènes que tu pourrais en fait retrancher du film d'une certaine manière. Et ce qui est assez rare dans la logique de production de A24, quoi, d'avoir ce genre de petit artisanat d'une certaine manière qui se satisfait à lui-même, je veux dire. Ah oui, parce que c'est très étonnant en fait que ça s'inscrit dans ce cadre-là, parce qu'il n'y a pas du tout, à mon sens, de posture comme je peux en avoir dans beaucoup de films labellisés A24. Après, il y a plein de différences, mais souvent tu sens qu'ils vendent un côté un peu sur-film de genre ou sur-film d'auteur. Je trouve qu'en fait le film, oui, dans ces thématiques-là, tu sens qu'il est à cheval entre le cinéma de genre et un certain cinéma d'auteur, etc. Mais l'équilibre est vraiment là. Il n'y a pas une sorte de dédain, quelquefois, que je sens dans des productions A24 sur le genre, pour dire je suis au-dessus. Là, je trouve que non, justement, qu'est-ce que je peux faire avec ce genre de cadre de récit et qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Et c'est en fait ce qu'on demande en fait à du cinéma de genre. Donc voilà, profitez. Malheureusement, il sortira pas en salle comme X. C'est peut-être un film plus compliqué à vendre justement dans le genre, dans l'époque dans lequel il s'inscrit, qui est peut-être moins vendeur qu'un sorte de revival 70s ou de référence à Massacre à la tronçonneuse que pouvait avoir le précédent, et donc qui était peut-être plus facilement vendable. En fait, il y avait une logique promotionnelle qui était peut-être plus facilement identifiable que sur Pearl, mais en tout cas, essayez, si vous avez bien aimé X, je pense que c'est un film qui vous satisfait. Qui fonctionne bien en complément, en fait. Je me suis même mis parfois à rêver une espèce de remontage des deux films ensemble. Par Gus Van Sant. Non, mais à noter aussi que Ty West apparemment travaille ou a tourné, je ne sais pas exactement, une suite en fait. Maxine, avec 3X qui serait la suite, un spin-off sur la continuité du personnage incarné par Mia Goth, mais dans les années 80. Dans les années 80, dans plutôt le milieu porno VHS. Allez, on balance le jingle, pas Oren, mais plutôt Clint. Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Et voici le moment tant attendu et souvent approximatif des conseils. Lucien, qu'as-tu à nous conseiller? Boum. Je vais avoir un vrai conseil et un petit moment d'autopromo. On a parlé de Mission Impossible, de Tom Cruise, on a parlé de problèmes de montage, de découpage, de tout ça. On a une interview de Paul Hirsch sur notre chaîne YouTube. Paul Hirsch étant le monteur oscarisé des Star Wars, mais aussi de 11 films de Palma, de Mission Impossible 4. Voilà. Et il parle aussi de son travail avec Tom Cruise, etc. Je pense que c'est un bon complément à la vision et à du dernier Mission Impossible et de l'écoute de cet épisode. Ce qui est bien, c'est qu'il parle aussi de l'introduction de l'exposition de MI4 qui est absolument qui est brillante et qui est surtout complètement différente de celle de MI7. Absolument, c'est vraiment c'est une super interview. Non, et voilà, blague à part, j'avais parlé il n'y a pas si longtemps, parce qu'en fait le mec est assez prolifique de French Dispatch de Wes Anderson dans cette émission, dans lequel il y avait plein de qualités, des très beaux sketchs, mais qui, comme dans tous les films à sketch, avait vraiment des bas. Peut-être un des films les moins tenus de sa carrière. Eh bien, je trouve que le dernier rentre un peu dans cette catégorie-là, mais a vraiment des hauts qui sont très hauts. Dans son approche, déjà c'est peut-être le film le plus ouvertement politique de Wes Anderson. C'est assez étonnant que pour le mettre en avant, mais c'est un film qui a un vrai discours. Je vais pas développer trop ici, et puis je pense que ça dévoilerait énormément de choses du film. On y retrouve un certain talent pour arriver à croquer des personnages, mais vraiment en rien, quoi. C'est des personnages qu'on voit... alors c'est probablement accentué par la quantité d'énormes stars qui jouent des rôles de 1 minute 30 dans le film. C'est assez délirant, mais
il y a vraiment des personnages qui existent très forts. Il y a une petite musique Wes Andersonienne qui là trouve vraiment un essor assez complet. C'est aussi un film qui se repose assez peu sur sa musique justement, alors que Wes Anderson a tendance à utiliser beaucoup ça. Ici, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a 2 morceaux de musique et qu'il n'y a même pas vraiment de score à proprement parler. Voilà, c'est un petit film aussi, c'est un film qui se satisfait d'être ce qu'il est, mais c'est plutôt un très joli film de Wes Anderson avec une mention spéciale pour un extraterrestre qui apparaît 2 fois dans le film et qui est tout à fait réjouissant, je trouve, et une mention spéciale aussi aux personnages dont j'ai oublié les noms parce que chez Wes Anderson c'est parfois un peu compliqué de se souvenir des noms des personnages, mais de Scarlett Johansson et de Jason Schwartzman qui sont parmi ce qu'on a pu voir de plus beau dans le cinéma de Wes Anderson dernièrement. Et tu n'as pas dit le titre ? Je n'ai pas dit le titre de ce film qui est Asteroid City. Merci Lucien. Avec plaisir. Manu. Un petit conseil au débeauté, j'ai vu récemment et j'ai découvert récemment Tueur à gages, This Gun for Hire de Frank Total, et qui est assez intéressant puisque c'est vraiment ça s'inscrit dans donc c'est adapté d'une nouvelle de Graham Greene, scénarisée par le grand William R. Burnett, et donc ça prend le point de vue d'un tueur à gages en fait, qui est un personnage vraiment assez peu romantisé tout au long du film, qui est vraiment dans une logique assez froide d'exécution et qui, au contact en fait de ce qui pourrait être l'archétype de la femme fatale du film, qui est interprétée par Véronique Nicolec, va entre guillemets se racheter, et le film est assez intéressant dans la radicalité qu'il a sur ce personnage-là, tout en lui offrant une petite forme de rédemption, mais qui ne détonne pas avec la proposition du personnage, qui est un des premiers personnages que tu vas avoir vraiment c'est entre guillemets comme si tu suivais Carrefour de la mort du point de vue du personnage de Richard Widmark, quoi. Donc c'est assez, voilà, c'est un film un peu oublié mais à redécouvrir, quoi. Tu peux rappeler le nom et le réalisateur et ainsi que là où tu l'as découvert? Alors, il est édité, je pense, principalement aujourd'hui. Il existe, c'est Warner Archive, je crois qu'il distribue en zone 1. Et donc, le film est réalisé par Frank Total et interprété par Alan Ladd, dont c'était le premier rôle au cinéma, et Véronique Alec. Et il s'appelle ? Il s'appelle Tueur à gages ou This Gun for Hire. This Gun for Hire. Alright. Ok, eh bien moi, comme je n'ai pas le temps de voir beaucoup de films, je vais vous conseiller quand même une ressortie. Il y a, vous savez que le meilleur film de Sofia Coppola, qu'on n'aime pas beaucoup ici, c'est son premier. J'imagine que tout le monde est d'accord avec ça. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Bon, moi je le pense. C'est moi aussi. Et donc il ressort, The Virgin Suicides ressort... Toi, on sait que c'est les proies, quoi, que t'adores. Non, moi j'adore les 2 premiers, mais je pense que j'ai une préférence pour Lost in Translation. Au cinéma cet été, donc courez-y si vous ne l'avez pas vu. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes dans les jeunes générations qui ne connaissent pas ce film, où il y a déjà en germe un peu tous les thèmes de la filmographie de Sofia Coppola, donc l'ennui, le spleen adolescent, ou même une certaine forme de réflexion sur la célébrité. Il y a une sublime photo de Haris Savides qui est mort quelques années après, et il y a un casting assez dingue. Si on y repense, il y a James Woods, Danny DeVito, Kathleen Turner, qui sont tous dans l'underacting. Josh Hartnett, casting de dingue. Donc DeVito, Woods et Kathleen Turner qui sont dans l'underacting, on n'est pas habitué. Merci Manu, bon été. Tu vas aller voir Oppenheimer, toi ? Ouais, je vais aller voir Oppenheimer, parce que même si Nolan, on va quand même aller voir Oppenheimer. Voilà, Nolan a le talent quand même pour me donner envie de voir ses films et souvent me décevoir en salle, mais il me donne quand même envie d'aller les découvrir, parce que malgré tous ses défauts, on en a parlé suffisamment dans cet épisode des défauts des films qu'on aurait bien aimé plus défendre, mais qui sont malgré tout problématiques sur plein d'aspects. Ça reste que c'est un cinéaste. C'est quelqu'un qui cherche à raconter un truc qui est maladroit dans plein d'aspects, qui quelquefois ne raconte pas les films qu'il devrait raconter, à mon sens. Mais voilà, c'est tellement rare en fait aujourd'hui d'avoir un cinéaste sur ce type de projet-là d'envergure que...
Moi aussi, je vais y aller. Ouais, il y a même du Nolan dans notre interview de Polarge. Bon, soit. Arrêtons un peu les bêtises. On se lâche un peu puisque c'est la fin de l'année. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes disponibles sur Acast, sur YouTube. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, en fait. Facebook. Surtout dans vos cœurs. Transmissionlepodcast.com. Mettez-nous des étoiles pour augmenter nos recos, pour qu'on soit plus visible. Bel été à tous, allez au cinéma et à très bientôt. On se retrouve à la rentrée. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.